Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut de Liberté pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le mardi 30 avril et je suis, comme à chaque délit d'opinion, avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors d'abord, nous allons évoquer un bilan provisoire du mandat de Javier Milei. On va rappeler certaines de ses mesures depuis son accès à la présidence de la République, de la nation argentine. Je sais même plus si c'est une république d'ailleurs. C'est une république, En tout cas, le titre officiel, c'est président de la nation argentine. Donc on avait déjà commenté ce personnage depuis cet été, globalement, avant l'élection déjà. On était d'ailleurs parmi les seuls médias à en parler. On n'était pas les seuls, mais on était parmi les seuls. Tous les autres disaient qu'il était fou. Alors déjà, effectivement, le peu de journalistes qui en parlaient disaient qu'il était absolument fou. Et en fait, j'ai l'impression que plus on en parle, plus finalement il gagne en respectabilité, parce qu'en fait, il a pas l'air si fou que ça. Et ça, on le savait déjà depuis le début. Donc on avait déjà évoqué son programme économique à la tronçonneuse, ses chances potentielles de gagner à la présidentielle, qui étaient pas minces, mais qui étaient pas non plus totalement évidentes. Son succès et la radicalité de son programme d'ailleurs prouve à quel point l'Argentine était quand même dans une sacrée panade. C'est pas si radical que ça, parce que ce qu'il dit, c'est si vous avez une cirrhose du foie, faut arrêter de picoler, ou si vous avez un cancer du poumon, faut arrêter de fumer. C'est vrai. Et donc, ça me semblait pas complètement radical. C'est-à-dire, si on est en train de crever parce qu'il y a un État obèse et voleur et tricheur et menteur, bien sûr. Il faut peut-être réformer l'État, quoi. Sinon, on peut arriver à rien. Donc, j'ai jamais trouvé son programme il le présentait de façon amusante en montrant aux foules une tronçonneuse avec laquelle il allait couper tout ça. Ouais. Mais son programme était parfaitement raisonnable. Non, c'est vrai. Je trouve pas que son programme était particulièrement radical. Je trouve que, il était radical par rapport à la position dans laquelle se trouvait l'Algérie. C'est-à-dire, c'était pas des petites réformettes. L'Argentine. L'Algérie, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Mais enfin, on réglera leurs problèmes une autre fois. Oui, voilà. Ce sera pour une autre émission. Donc, il gagne l'élection le 19 novembre 2023 avec 55,7% des voix au second tour. Il est investi président de la nation argentine donc le 10 décembre. On arrive maintenant en mai, quasiment. Cette émission sera diffusée tout début mai, dans 2 jours j'imagine. Donc on arrive en mai, ça va faire bientôt 5 mois qu'il est en poste, qu'il est au pouvoir, et c'est l'occasion, selon moi, d'en tirer un premier bilan, somme toute provisoire, et d'essayer d'avoir une espèce de vision d'ensemble, de dire qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'on va sur la bonne pente plutôt ou pas. C'est l'objet de cette discussion. Donc quand Milei prend le pouvoir, faut se rappeler, le peso argentin ne vaut plus rien. Il y a une inflation à 140%. Ce qui est pas nouveau, parce qu'ils en sont au 4e, 5e peso qu'ils ont amené à zéro. Donc ils ont quelque chose à voir. Ils ont un petit problème avec la planche à billets, quoi. C'est clair. Ils pensent qu'en créant de la monnaie, on crée de la richesse, et ça, c'est pas une bonne idée. Voilà, exactement. Donc, il prend vite la décision de dévaluer le peso de 50% de sa valeur. Donc, on passe de 400 pesos argentins pour $1 à 800 pesos pour $1 américain, bien sûr. Pour rappel, le cours du peso était quand même déjà extrêmement fluctuant, donc c'est-à-dire que vous êtes payé le matin, vous savez pas forcément ce que vous pouvez acheter le soir. Donc il y avait un énorme marché noir, bien sûr, basé sur le dollar, beaucoup plus stable, dans lequel le taux de conversion c'était plutôt 1000 pesos pour $1. C'était plutôt dans ces eaux-là. Donc en fait la dévaluation du peso finalement l'a presque ramené au niveau réel dans lequel il était dans le marché noir. Il annonce des coupes budgétaires de 20 milliards à l'époque, soit 5% du PIB argentin, avec des réductions de subventions au transport public, au domaine de l'électricité, au gaz et à l'eau, tout ce qui est touché par l'État, bien sûr, pas dans le secteur privé. Ensuite, on a une série de dérégulations par décret présidentiel avec 300 mesures, 664 articles. Alors, bien sûr, on va pas tout détailler ici parce que ça prendrait des jours, mais le but, c'est quand même de déréguler globalement le commerce, les services et l'industrie sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'on appellera le DNU, décret national d'urgence. Il comprend par exemple la fin des plafonnements des augmentations de mutuelles et des prix des produits essentiels, la dérégulation des services internet pour permettre notamment à Starlink d'alimenter l'Argentine en internet, et la fin de l'encadrement des loyers. Il libéralise aussi le marché du travail. Par exemple, la période d'essai passe de 3 à 8 mois, les indemnités de licenciement sont grandement diminuées. Le 27 décembre,
il présente le projet de loi Omnibus, vous en avez peut-être entendu parler, visant à privatiser des entreprises publiques, dont le grand pétrolier YPF par exemple, ce projet permet aussi au gouvernement de légiférer par décret jusqu'à fin 2025, parce que ça aussi on va peut-être en parler, il y a un problème de majorité au niveau des députés. La coalition gouvernementale ne fait pas du tout majorité, donc ils sont obligés de faire plein de trucs par décret. Alors tout ça, ça mène à des grandes manifestations fin janvier organisées par les syndicats, et le gouvernement réplique en menaçant de suspendre les allocations des manifestants, en disant qu'il ferait payer aux syndicats la facture pour le maintien de l'ordre. Donc il faut noter que d'ailleurs on n'a pas vu trop de violences policières, donc l'idée qu'un gouvernement libéral est forcément très répressif vis-à-vis des manifestations est fausse, du moins dans ce cas précis. C'est aussi une bonne manière de faire comprendre au reste du pays qui a voté pour lui que ce sont des manifs en quelque sorte d'assistés sociaux, donc il parle un peu à sa base en disant ça, en disant un petit peu dire comme les retraites de la SNCF aujourd'hui en France, quoi. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire d'un coup si je vous coupe toutes les allocs, là vous allez vite revenir à la maison parce que en fait ça déconne pas. Donc c'est sûr, ça parle quand même à sa base électorale qui elle n'aime pas forcément toute cette partie de la population qui vit par une partie importante de sa base électorale était en dehors de Buenos Aires, et tous les gars qui avaient des postes privilégiés étaient dans Buenos Aires, donc c'était une révolte de ceux qui payent contre ceux qui touchaient, quoi. Voilà, exactement. Forcément, ils n'ont pas intérêt à ce que le pays, en tout cas pas un intérêt immédiat, à ce que le pays se libéralise. On avait parlé donc des premières conséquences sur l'immobilier à Buenos Aires, à savoir qu'en quelques semaines, le nombre de logements disponibles avait doublé, leur prix avait diminué de 20%. Dans les transports, en revanche, le prix du billet de bus grimpe de 45% en janvier, de 250% en février. Il y a une surinflation qui se déclenche pour atteindre les 250% jusqu'en février globalement, et qui s'est stabilisée depuis. Donc aujourd'hui le peso, d'ailleurs j'ai pas tout à fait compris pour être honnête, mais c'est-à-dire que il me semble qu'il a remplacé la notion de peso argentin par ce qu'on appelle le dollar libré. Mais bon, globalement c'est à peu près la même chose, et donc aujourd'hui il est autour des $1000 américains, même il tend plutôt à baisser, donc c'est-à-dire à augmenter sa valeur par rapport au dollar. Donc l'inflation non seulement baisse, mais en fait on arrive même plutôt sur une certaine déflation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est même en dessous des 900 pesos pour faire $1. Donc peut-être que d'ailleurs on va peut-être en parler. Peut-être que le prochain il y aura un très gros marché, mais peut-être que le prochain problème de l'Argentine, ça va être la déflation. Ils sont pas partis pour ça tout de suite, mais non, pas tout de suite. Reviendrait-il à la stabilité des prix et à la réintroduction d'un taux d'intérêt qui veut dire quelque chose? Ça leur permettrait d'introduire à nouveau le temps dans les calculs économiques, et ça changerait tout. Ouais. Donc l'inflation, elle était de 25% en décembre, elle était de 20% en janvier, de 13% en février, de 11% en mars. Donc on voit que globalement ça diminue, c'est-à-dire qu'il y a eu un boom juste après l'arrivée au pouvoir. Quand vous libéralisez les prix, quoi. Voilà, exactement. Donc au niveau des finances publiques, on a un premier excédent budgétaire déjà mensuel, ça on en avait parlé pour le mois de janvier, donc le mois de janvier 2024. Donc premier excédent budgétaire mensuel depuis 12 ans. Et aujourd'hui, ça c'est une info qui est tombée la semaine dernière, donc premier excédent trimestriel, cette fois depuis 2008, donc à la hauteur de $300 millions. En février, le gouvernement reconnaît que les réformes ont fait basculer cependant 2,5 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté, faisant que le taux de pauvreté dépasse les 50%, il est aujourd'hui de 57%, c'est-à-dire avant il était aux alentours de 45%, donc c'est une augmentation de 13% sur toute la population. Le 4 mars, Milei annonce la fin de l'agence de presse Telam, ça avait fait parler aussi. Si on pouvait supprimer France Presse, agence France Presse, ça serait bien ça. Ouais, tout à fait. On aurait une information de qualité en France. Ouais, exactement. Oui, parce que déjà... Si on pouvait supprimer agence France Presse et faire comme ils l'avaient fait aussi en Grèce quand ils avaient des difficultés, supprimer la radio nationale, la télévision nationale et tout, on pourrait enfin retrouver un vrai
une vraie disparité des informations. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, c'est pas CNews qu'il faut supprimer, c'est France Inter, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, puisque c'est financé par nos impôts, quoi. Donc il annonce la fin de l'agence de presse Telam. Donc l'ensemble du personnel est licencié, hein, d'un seul coup. Il y a la fin aussi des fonds d'aide au CNC argentin, toutes les subventions en fait pour l'audiovisuel de manière générale. Quelle bonne idée. Voilà, on en rêve. Au niveau de la politique étrangère, il a été obligé d'évoluer un peu parce que quand il était en campagne, il disait ne pas vouloir commercer avec la Chine, avec le Brésil ainsi que la Russie, car ce sont selon lui des pays communistes. Donc après son élection, il a quand même écrit une lettre de regret à la Chine pour obtenir un accord d'entente économique. Aujourd'hui, ça donne un accord de l'ordre de 5 milliards de dollars. Quand on dresse donc ce bilan provisoire, on peut-être légitimement se dire que c'est horrible pour ce que je vous ai dit par rapport à la pauvreté. Voilà, l'inflation a crevé à un petit moment le plafond. Aujourd'hui, ça s'est largement stabilisé. Le nombre de pauvres a augmenté, la consommation a même baissé pendant un moment. Pourtant, plus de la moitié des Argentins sont optimistes sur la situation économique du pays, dans tous les sondages qui le disent. C'est en augmentation depuis plusieurs années. C'est-à-dire que l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, même si peut-être ça met pas mal de gens dans une situation de pauvreté sur le moment, en fait, ils ont davantage d'espoir en l'avenir. C'est-à-dire pour le moment, ça va pas, mais vous inquiétez pas. Alors, essayons d'imaginer que c'est probablement pas vrai ce que je veux dire, mais qu'une grande partie de ceux qui se retrouvent dans une situation de pauvreté est exercé sans doute des professions qui étaient subventionnées par le reste de la population et qui étaient des faux boulots. Donc, ça veut dire que maintenant, la moitié de la population est forcée de se mettre au travail vraiment et d'arrêter de sucer. C'est peut-être pas aussi catastrophique qu'il n'y paraît, non? Ah, bien sûr, bah, c'est sûr. En disant ça, j'ai l'air d'une grosse brute, mais le problème de tous les régimes socialistes qui ont existé dans le monde, c'est le problème du passager clandestin. Le type, si vous voulez, qui en faisant des grandes déclarations, réussit à ne jamais travailler et à vivre aux dépens des autres. À partir du moment où ce genre de truc s'arrête, il tombe dans une grande pauvreté. Je suis bien triste pour lui, mais il va peut-être se mettre au boulot, quoi. Oui, c'est-à-dire que forcément, dans une économie, en fait, il y a énormément d'emplois quasiment fictifs, où en fait, il n'y a pas de création de richesse. Bah, forcément, si vous voulez remettre l'économie sur les rails, vous êtes obligé de supprimer ces emplois. Donc, sur le moment, ça met des gens au chômage. Si vous avez supprimé les allocations chômage, bah, ça fait des gens au chômage et pauvres. Donc, forcément, ça peut augmenter le niveau de pauvreté. Il y a assez peu de passagers clandestins en Suisse, par exemple. Il y a assez peu de pauvreté aussi. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut peut-être dire que c'est peut-être les faux boulots qui créent la misère. Bien sûr. Et que c'est arrêter les faux boulots qui permet la prospérité. C'est une leçon un peu difficile, mais il serait peut-être pas... C'est ce que disait Saint Paul, hein, il disait celui qui peut travailler et ne travaille pas n'a pas de raison de manger, quoi. Ouais. Et c'est la grande différence d'ailleurs. C'est-à-dire que en France, on se focalise beaucoup sur les salaires des PDG. On se dit, vous vous rendez compte, le PDG de Total, il gagne 30 millions, je sais plus combien. C'est inacceptable, etc. La différence fondamentale, c'est que dans un cas, il y a un type qui gagne beaucoup d'argent, qui gagne pas beaucoup d'argent. Vous, à la fin, vous gagnez exactement la même chose. En revanche, tous ces emplois, justement, dans l'administration, ces emplois qui ne créent pas de richesse, eux, ils font que vous gagnez moins d'argent à la fin du mois, puisque forcément, c'est votre argent qu'on transfère vers le sien. Alors que le PDG de Total, on ne vous demande pas le PDG de Total, il gagne 30 millions, ce qui est monstrueux, c'était épouvantable. On va tous mourir à cause de ça, c'était effrayant. Mais un crétin, permettez-moi, je le retire, le crétin, mais enfin un personnage que le président de la République française, qui fait perdre 23 milliards d'euros à EDF. C'est là quel scandale. Ouais. C'est pas les 30 millions. Là, il a gagné de l'argent, donc il a fait monter la richesse. Là, c'est un être tout seul qui, en prenant des décisions imbéciles, fait perdre 23 milliards d'EDF, le met en fraude, et personne ne gueule contre les 23 milliards perdus par EDF, et tout le monde va gueuler sur les 30 millions. Ouais. Mais on s'en fout des 30 millions. Ce qui compte, c'est les 23 milliards qu'on a perdus à cause de ces imbéciles. Ouais. Donc, cette espèce de façon qu'on a regardé vers celui qui réussit pour le condamner à la place de mettre à la porte celui qui échoue, et de le renvoyer à ses chères études, mais je trouve ça complètement imbécile. Et puis s'il a gagné 30 millions, c'est parce que les actionnaires l'ont décidé, parce que c'est un contrat. C'est un contrat entre les actionnaires qui ont voté oui, et si les gens sont pas d'accord, eh ben ils ont qu'à vendre leur réaction totale. Ça veut dire que... D'ailleurs, s'ils en ont pas, ils sont idiots. Oui, voilà.
Mais s'ils en ont et qu'ils n'aiment pas ça, qu'ils le vendent, ils votent non à l'Assemblée générale. Et s'ils ont des actions Total, c'est parce qu'ils savent que la boîte est bien gérée. S'ils savent que la boîte est bien gérée, c'est parce qu'il y a le mec qui est PDG. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que je crois que le plus gros actionnaire de Total, de loin, c'est le personnel de Total. Ouais, bah ça, c'est toujours très bon signe. Bah oui, en général, quand les types de la boîte achètent l'action maison, c'est qu'ils se disent, tiens, donc ils savent qu'ils font du bon boulot, c'est sûr. Et donc, je crois, attendez, je sais plus si c'est 7 ou 17%, mais le plus gros actionnaire de Total, c'est le personnel. Donc, ce que les syndicats font, qui d'ailleurs, ces syndicats, en France, qui gueulent contre ça, etc., on ne sait pas qui les finance. Ouais. Parce que c'est pas les syndicalistes qui payent les cotisations syndicales, c'est l'État qui les finance. Donc, la CGT, la FO, etc., qui sont financés par nos impôts, n'ont rien à dire sur un contrat entre une société et son directeur général, ou son président, qui, je rappelle, peut être viré ad nutum, c'est-à-dire qu'il peut être viré du jour au lendemain. Ouais, tout à fait. Donc, si ces gens-là s'occupaient d'améliorer le sort des Français plutôt que de s'occuper de ce qui marche bien, on a l'impression que dans ce pays, on est arrivé à un truc tout à fait curieux. Si quelque chose ne marche pas bien, alors là, il ne faut pas s'en occuper. Mais par contre, si quelque chose marche bien, il faut à tout prix le détruire. Ouais. Mais on est devenu fou. En fait, c'est-à-dire que il y a même c'est comme ça que l'Argentine a fonctionné depuis 50 ans. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose qui marche pas bien, vous demandez pas comment il faut faire pour que ça marche, vous dites mais quel truc bien je vais pouvoir taxer pour financer le truc qui marche pas bien. Ouais. Et donc vous faites la liste des entreprises du CAC 40, vous voyez celles qui performent le mieux et vous dites ok, celle-là on va peut-être. Alors c'est-à-dire que si on revient à la fameuse parabole des talents dont j'ai parlé 25 000 fois. Vous savez, qui est dans les évangiles, là. Donc, vous avez les deux bons serviteurs qui doublent les talents que le Seigneur leur a donnés, puis le dernier qui enterre son talent. Et dans les évangiles, les deux bons serviteurs sont remerciés et on leur dit que de rentrer dans le giron du Père et que tout ira bien. Et le dernier, on l'envoie en enfer. Mais aujourd'hui, nos sociétés sont gérées par le mauvais serviteur. Ouais. Et qui vont chercher le boulot du bon serviteur et qui l'empêchent de gagner de l'argent. Donc, vous vous dites, c'est exactement... Notre société est organisée dans des critères qui sont profondément anti-évangéliques, c'est-à-dire qu'ils sont organisés selon des critères sataniques. Aujourd'hui, si vous voulez, nos sociétés sont gérées en fonction de la jalousie, de la haine de la réussite, de la haine de l'effort, du à quoi bon. Et ben tout ça, si vous voulez, c'est les critères du diable. Ouais. Nous sommes aujourd'hui dans une société satanique qui refuse que des gens se donnant du mal réussissent. Ouais. La réussite est considérée comme incompatible avec la justice. Mais c'est inouï, ce truc. Ouais, c'est vrai qu'on vit dans le monde où le type qui a enterré son talent, il va voir le type qui a mis ses 5 talents dans le stock market et qui a réussi à les tripler, et il lui dit tiens, je vais te prendre 40% parce que quand il lui pique pas. Oui. Quand il lui pique pas, il y a entre ce qu'on va lui prendre en impôt, ce qu'on va lui prendre en impôt sur les plus-values, ce qu'on va lui prendre en charges sociales, etc. Il lui reste rien, mec. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire de penser qu'on peut faire prospérer une société en taxant ceux qui sont le plus responsables de la création de valeur. Ouais. C'est vraiment, vous savez, le type qui se fout dans l'eau et qui se tire par les cheveux pour pas se noyer, quoi. Vous voyez, il va se noyer. Ouais. Mais c'est toute cette espèce d'éthos qu'on a à l'heure actuelle, que la réussite c'est mal, que le travail c'est mal, ça nous amène automatiquement au désastre. Et on y est. Parce que l'Argentine, c'était le 2e niveau de vie du monde en 1945. Et maintenant, ils sont dans un niveau de pays sous-développé. Quand vous allez en Argentine, c'est effrayant. Vous avez tous les très beaux bâtiments de Buenos Aires qui ont été faits à la fin du 19e. C'était un peu comme le Paris haussmannien, c'est superbe. Qui sont en ruine parce qu'ils ne peuvent pas être entretenus. Et donc, vous avez cette société où ils ont tout. Ils ont de la terre, ils ont toutes les ressources, toutes les matières premières et tout. Et ils ont un système imbécile fondé sur la jalousie et le vol. Le vol de l'État, on se sert de l'État pour aller voler ceux qui ont réussi, et une fois qu'on a ensuite à l'intérieur de l'État, ils se volent les uns les autres comme des brigands. C'est un pays de brigands. C'est, comme me disait un ami,
C'est des Italiens qui parlent l'espagnol et qui se prennent pour des Anglais. Alors, on n'est pas rendu. Hein. Ils ont un problème d'identité. Oui, alors je pense qu'effectivement, ils ont un problème d'identité et ils ont un gros problème aussi d'identité étatique. Et j'espère que ça va changer de manière durable parce que en France, on est en train de prendre la même trajectoire globalement. On n'est pas au même moment, mais on est dans la même, ils ont 20 on prend la même pente. Voilà. Mais ça, c'est si vous êtes optimiste, parce que comme disait un de mes amis récemment, si vous êtes optimiste, vous pensez que la France et l'Argentine. Si vous êtes pessimiste, vous pensez que c'est le Liban, quoi. Ouais. Oui, c'est une possibilité. C'est l'autre possibilité, parce qu'ils ont pas. Il y a aussi d'autres problèmes qui s'ajoutent. Alors nous, on a aussi le problème confessionnel. Voilà, effectivement. C'est-à-dire que, oui. qu'ils ont eu au Liban. Voilà, c'est pas pareil d'avoir globalement un État qui est très très mal géré, mais avec une population stable, un État qui est très très mal géré avec une population instable. Voilà, et nous, on est dans cette situation avec un État très très mal géré et une population de plus en plus instable. Qui devient instable. Voilà, on en a des exemples dans l'actualité. Donc, on du mal de l'Argentine et la prochaine fois, il faudra que vous étudiez le Liban. Mais là, ils ont pas. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas de gouvernement. Oui, pour l'instant, on n'a pas encore vu la porte de sortie. On a vu une porte de sortie sur l'Argentine qui s'appelle Milei. Pour l'instant, le Liban, on n'a pas trop de bonnes nouvelles. Non, on le déplore d'ailleurs. Voilà, on le déplore bien évidemment. Donc voilà, je disais que plus de la moitié des Argentins étaient quand même assez optimistes sur la situation économique du pays. Donc ils savent globalement en fait que c'est une mauvaise passe, mais que des jours meilleurs sont à venir. Et d'ailleurs pas grâce à la dette ou grâce à des subventions, mais grâce en fait aux fruits de leur travail. C'est d'ailleurs une différence fondamentale, parce qu'en fait on se pose beaucoup la question oui, mais qu'est-ce que vous gagnez comme argent, etc. Qu'est-ce qu'on peut redistribuer aux gens? Mais je pense que on vit beaucoup mieux et c'est beaucoup plus gratifiant de gagner son argent en fait de manière honnête que par les subventions ou par la dette tout simplement que l'État a contracté pour. Mais la dette, ça veut dire que vous empruntez à vos enfants, aux petits enfants, c'est honteux. Ouais, absolument. C'est honteux. Et non, mais donc on arrive à ce que j'ai souvent dit ici, c'est ce que disent les Allemands. Il vaut mieux la fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Vous m'avez entendu dire. Ils sont en train d'arriver à la fin dans l'horreur. Et ben, qu'est-ce que vous me dites? C'est qu'il y en a 55% des gens qui disent ça va mieux. Ouais. Parce qu'ils sentent bien que c'est la fin. Ouais. Ils sentent bien qu'on va sortir de ce mensonge. Ils sentent bien qu'on va pouvoir retrouver des vrais trucs. Ouais. Et donc, moi, je trouve ça au poil. Bravo, Milei. C'est ça, c'est-à-dire que je pense que si vous écoutez un peu les grands médias qui vous parlent de Milei aujourd'hui, ils vont se focaliser essentiellement là-dessus, sur la pauvreté qui a augmenté, etc. Ce qui est pas faux en soi, sauf que en fait, ils sont à leur fin horrible, sauf qu'ils sont à la fin de la fin horrible. Et d'ailleurs, on n'avait pas au début. La meilleure preuve, c'est que le gouvernement est totalement transparent sur les chiffres de la pauvreté. C'est eux qui les ont communiqués et ils ont dit voilà, c'est comme ça, mais vous inquiétez pas. Ça va mieux se passer et les gens globalement croient ce message. C'est 55% de la population qui est optimiste sur la situation économique du pays, soit le même nombre de personnes qui ont voté pour Javier Milei. Donc c'est assez cohérent. De ce côté-là. Donc d'ailleurs après il y aura une bataille politique au niveau de l'Assemblée des députés argentins, sachant comme j'ai dit avant, les députés pro-gouvernement ils sont 77, l'opposition en a 104 et il y a 74 indépendants. Donc forcément tout n'est pas très facile à faire. Justement sur le projet de loi Omnibus il y a eu d'énormes blocages de la majorité, donc forcément il y a des petits compromis qui sont faits. Milei n'a pas une marge de manœuvre aussi grande qu'il le voulait, mais peut-être que ce sera le cas fin 2025, puisqu'il y aura donc une élection de mi-mandat comme aux États-Unis pour élire les députés. Et d'ailleurs, bon, même si c'est encore un peu loin, la liste, le parti politique de Javier Milei est très très bien donné dans les sondages. Donc j'ai quelques petites questions par rapport à tout ce que je viens de dire. Déjà, la première chose, ma première question, c'était comment expliquer qu'il y a une augmentation de la pauvreté. Donc ça, on y a un petit peu répondu en quelque sorte. Si vous avez 80% des gens qui sont payés à ne rien foutre, à partir du moment où la paye s'arrête, il y en a 80% des gens dont le niveau de vie a baissé. Ouais. C'est bien triste, ma pauvre dame, mais il n'y a aucune raison qu'ils soient payés à ne rien foutre. Ouais. Oui, c'est-à-dire on coupe un peu l'économie fictive et on revient sur... C'est pas une économie, c'était la grande spécialité
du caudillo local, Perón, les péronistes, c'était d'acheter les voix, à l'époque avec des valises de billets ou j'en sais rien, mais il n'y a pas eu de gouvernement plus corrompu que celui de Perón. Et ce qui fait que les gens qui réclament un militaire en France pour remettre de l'ordre, faut se méfier. Faut se méfier, c'est pas sûr que ça va marcher. Parce qu'on a eu plutôt un bon exemple avec le personnage du général de Gaulle, mais ça marche pas à chaque fois. Ça marche pas à chaque fois. Et puis en plus, on a cassé le moule. Hein. C'était les gens qui avaient été élevés à la fin du 19e, au début du 20e. Ouais. Ils avaient une espèce de rigueur intellectuelle et morale qui était pas, qu'on a du mal à trouver dans nos élites aujourd'hui. Donc la deuxième étape, c'est une fois qu'ils ont plus rien à bouffer, ils vont se mettre à bosser. Et en se mettant à bosser, ils vont trouver des gars qui vont organiser le travail, ça s'appelle des entrepreneurs, et qui vont commencer à recréer un vrai système. Petit à petit, il va émerger des prix. De ces prix naîtront des gens qui vont faire fortune, quelle horreur, et qui pourront investir, repartir dans le futur. Donc l'Argentine, si M. Milei a réussi, a à nouveau un futur. Ouais, absolument. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Bah oui, c'est une excellente nouvelle. On va suivre ça de près, bien sûr. On va refaire peut-être un bilan, peut-être, je sais pas, chaque année. Mais c'est pas la première fois, c'est ce qu'avait fait Thatcher, c'est ce qu'avait fait aussi Chrétien au Canada. Vous avez dit que c'est ce qu'avait fait Pinet en 56 en France. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, c'est tout. Tout le monde le sait. Oui. Et donc c'est pas difficile. Vous arrêtez de subventionner les gars qui servent à rien. Vous commencez à payer les gars qui servent à quelque chose. Et c'est fou comme ça se rétablit vite. Ouais, mais pour certains, c'est trop facile. Ils veulent forcément des solutions compliquées. Alors que j'ai l'impression que plus une solution est compliquée, moins elle est efficace quelque part. Si vous réussissez pas, comme je dis toujours, si je réussissais pas à expliquer quelque chose à ma mère, c'est que je l'avais pas compris. C'est pas qu'elle était bête, mais c'est que c'était pas son domaine de prédilection. Ouais. Donc elle me disait, je comprends rien. Alors je disais, bon, hop, faut que je le recommence. Parce que c'est comme dire que moi, j'ai pas intégré. Donc l'idée, pour qu'une société marche, il faut que l'assurance sociale pour les gens les plus démunis qui n'ont qu'une chance, ceux qui sont malades, ceux qui sont incapacités, etc., existe, que cette solidarité nationale existe, mais qu'il y ait le moins de passagers clandestins possible. Or, quand vous avez une société où le nombre de passagers clandestins devient supérieur à ceux qui travaillent, ben d'abord tous ceux qui travaillent se barrent. Vous imaginez pas le nombre d'Argentins qu'il y a par exemple en Espagne? Ils sont tous barrés pour aller en Espagne, parce qu'au moins en Espagne, ils sont payés normalement, et ils ont pas ce poids mort sur le dos, quoi. Ouais. Bah, c'est ce qui se passe en France aussi. Il y a tellement de Français qui partent. Aujourd'hui, je crois que la France est le pays qui exporte le plus de diplômés. Ouais. On exporte des bacs plus 7 et on importe des bacs moins 7. Et on se demande pourquoi le niveau de vie baisse. Oui. On va en parler justement juste après. Au niveau de l'excédent budgétaire, est-ce que c'est important pour vous d'avoir un excédent budgétaire ou finalement c'est important pour une raison très simple, c'est-à-dire que ça limite les dépenses de l'État. Ouais. C'est-à-dire que vous dites ça c'est clair, il a bien coupé donc le problème, l'excédent budgétaire n'a aucune importance au déficit, mais ce qu'il faut, c'est que les dépenses de l'État n'augmentent pas et diminuent. Ouais. Parce que justement, pour couper. Vous savez, c'est ce que disait Bastiat au 19e, qui était l'économiste que j'aime beaucoup. Il disait, l'État, c'est le mythe au travers duquel beaucoup de gens espèrent de vivre aux dépens des autres. Dès le moment où l'État devient le mythe qui permet à des tas de gens de vivre aux dépens des autres, même s'il y a une majorité qui font ça et qui votent, ça n'est plus démocratique. Ouais. C'est là où la démocratie se confronte au vol. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on a s'il y a une majorité de gens qui veulent voler, voilà, on a une majorité, mais qui se constitue en groupe d'intérêt. Mais qui devient voleuse. Oui, bien sûr. Qui vole le travail des autres et en prétendant qu'elle a le droit pour elle. Ouais. Mais non. Vous pouvez être une majorité et être tyrannique. Ouais. Et puis, la réduction des dépenses de l'État, ça va permettre aussi, dans un second temps, de diminuer les impôts. Ce qui n'a pas encore été fait en Argentine. De rendre le pognon aux gens. Voilà, exactement. Milei à ceux qui travaillent. Faire. Voilà. Il s'est expliqué d'ailleurs, il a dit pour l'instant on n'a pas encore baissé les impôts, mais on a baissé le premier impôt, peut-être le pire de tous, à savoir l'inflation. Donc voilà. Ça au moins l'inflation a été contenue. Justement sur la monnaie, donc l'inflation aujourd'hui a été complètement amputée. On note donc même des déflations sur les dernières semaines depuis en gros la moitié du mois de mars à peu près. Ce qui va permettre la reconstitution de l'épargne.
Parce qu'à partir du moment où la monnaie vaut quelque chose, vous pouvez commencer à épargner, et donc à ce moment-là, vous pouvez reprocher dans le futur, parce que cette épargne, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Mais à partir du moment où votre monnaie baisse de 40% par mois, le truc, vous le dépensez. Ouais. Donc il ne peut pas y avoir d'épargne, comme il ne peut pas y avoir d'épargne, il ne peut pas y avoir d'investissement, et donc il ne peut pas y avoir de croissance. Et donc, si vous voulez, la monnaie qui baisse de 50% par mois, c'est une façon d'empêcher toute croissance, quoi. Ouais, c'est clair. Si la monnaie redevient une réserve de valeur, problème réglé. Et là, est-ce que justement ça redevient c'est d'après ce que vous dites, réserve de valeur? Est-ce qu'il faudrait peut-être d'ailleurs acheter des pesos argentins? J'imagine qu'il doit y avoir les transactions internationales dans le péso argentin doivent être extrêmement limité, à mon avis. Je passerai, tiens, si vous voulez rigoler, vous passez un ordre à votre banque, vous êtes au Crédit Lyonnais, à la Société Générale, et vous dites, tiens, j'aimerais acheter quelques millions de pesos argentins, et vous lui dites de passer cet ordre, et puis vous voyez le résultat, j'attends ça avec impatience. ça vous êtes parti pour rigoler, là. Ouais, je pense aussi, effectivement. À chaque fois, on a Jean-Jacques qui nous rapporte toutes ces histoires avec sa banque. Il voulait acheter de l'or, lui. Alors, lui, il voulait acheter de l'or dans sa banque, en France, officiellement, et tout. Et la banque pousse des cris en disant il n'en est pas question. S'il continue à poser des questions à son banquier, à lui dire je vais avoir des trucs, non seulement il va avoir un contrôle fiscal, mais au bout d'un moment on va le foutre en hôpital psychiatrique parce qu'on sait pas il est ancien agent de change, il a géré de l'argent, il est dans les métiers financiers, il a 78 ans, il est un peu plus jeune que moi. Donc il n'a pas toute mon expérience, mais quand même il a pas mal d'expérience. Et on lui explique qu'il ne mesure pas le risque que l'or présente pour lui. Et alors il dit attendez une seconde, l'or ça fait même 10 000 ans que ça existe, hein, alors que l'euro ça fait jamais qu'une dizaine d'années, on n'est pas sûr qu'il sera là dans 10 ans. Donc quand même il me semble qu'avoir de l'or c'est plutôt moins risqué qu'avoir une obligation française. Oh là là, des criminels, ça va pas. Dans les règlements français, les obligations françaises, de par la loi, c'est ce qu'il y a de moins risqué. Oui, mais c'est pas parce que la loi dit que se jeter par la fenêtre du 3e étage ou du 10e étage, c'est pas risqué, que c'est pas risqué. C'est complètement con, quoi. Oui. Ah ben ça fait rien, si c'est la loi qui le dit l'employé de banque, c'est que c'est vrai. Ben non. Que disait la loi soviétique sur les obligations d'État vous aviez pas le droit de parler. Et puis là, ce que faisait Staline, ce que les gens ne se souviennent pas, c'est comme il créait de la monnaie comme ça qui servait à rien et tout. Une fois tous les 5 ou 10 ans, il changeait tous les billets. Alors il y avait des tas de suicides partout parce que les gens qui avaient mis des billets dans leur matelas, ils n'avaient plus rien, ça valait plus rien. Donc c'était une autre fois du vol, quoi. Alors, le socialisme et le vol, c'est pareil. Ouais. Oui, c'est du vol institutionnalisé, quoi. C'est du vol où on se met en groupe pour avoir une majorité pour pouvoir voter ceux qui bossent. Ouais, et pour voler ceux qui bossent. Ouais, et légaliser le vol. Voilà, légaliser le vol. C'est ce que disait Bastien encore une fois. Se mettre en groupe et influencer le législateur, c'est une façon de pouvoir voler légalement. Voilà, exactement. Et enfin, une dernière note là-dessus sur l'immobilier. Donc, on avait fait un premier bilan. On acheter ceux qui ont envie d'acheter de l'immobilier peuvent peut-être en acheter en Argentine. Alors, c'est pas effectivement, ça peut être intéressant. Alors, on a une augmentation des logements, des locatifs disponibles à Buenos Aires, plus 170%. Les prix restent globalement stables, hein, c'est-à-dire que les prix augmentent un petit peu chaque mois, mais nettement en dessous de l'inflation. Aujourd'hui, ça augmente plus, mais je veux dire sur le calcul à partir de janvier. L'immobilier en dollars, quoi, pour voir un peu. Ouais, voilà. Parce que là, avec c'est complètement. Ouais. Voilà, exactement. Et donc. D'ailleurs, oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu pas mal de gens justement réagir à cette info sur le plus 170% des logements à Buenos Aires. Il y a plein de gens qui ont dit oui, voilà, mais c'est sûrement des grands propriétaires qui divisent leur appartement, je sais pas combien de mini studios. Or c'est pas vrai. En fait, il y a plus 60% de studios, plus 68% de logements 2 pièces, plus 48% de 3 pièces, plus 28% de 4 pièces. Donc en fait, non, il y a juste plus de logements dans à peu près toutes les catégories, surtout au niveau des 2 pièces. Mais voilà, c'est pas des énormes propriétaires qui divisent leurs gros appartements en 24 pièces pour les louer rien du tout. Parce que voilà, ça aurait forcément non seulement une implication sur le nombre de logements disponibles, mais aussi ça aurait une implication sur la baisse
du loyer moyen forcément. Et comme ce loyer moyen il est globalement contenu, je voulais répondre quand même à ça parce que j'ai vu pas mal de communistes effectivement se plaindre de ça sans savoir de quoi ils parlaient. Donc voilà, globalement le volet de l'Argentine. On lui souhaite bonne chance. Tout va mal, mais j'ai envie de dire tout va bien. Donc, tout va mal pour les pilleurs d'épaves, les voleurs de travail des autres. Ça doit commencer à aller à mal pour eux. Ils doivent avoir du mal à vivre. Est-ce que ça va les pousser à des excès comme d'aller travailler ? C'est ce qu'il nous reste à voir. Mais en tout cas, ça paraît bien parti, parce que c'est toujours la même chose. C'est qu'au bout d'un certain temps, un voleur ennemi, c'est-à-dire que tout le monde se met à voler tout le monde et vous êtes plus certain d'être gagnant dans l'entreprise de vol. C'est là où le socialisme arrive à ses fins. C'est vrai. C'est quand vous dites, d'accord, toi tu voles je bosse pas, mais en même temps j'ai rien, et le pognon que je reçois pour mes subventions, je peux rien acheter avec. Alors vraiment, est-ce que ce serait pas le moment de me mettre au boulot, quoi, je sais pas. Finalement, oui. Est-ce que c'est pas mieux d'être libre ? Est-ce que c'est pas mieux de travailler, d'être un peu libre, quoi, c'est... Ouais, au final, sur le long terme, je pense que c'est un meilleur calcul. En tout cas, si vous avez confiance en vos capacités. Sinon, effectivement, c'est un peu compromis. Ensuite, si vous n'avez pas confiance, vous essayez quand même. Parce que vous pourriez peut-être réussir, le coup de peau. C'est pas faux. Donc, surtout, le seul truc que j'ai jamais regretté d'avoir essayé, il m'est arrivé de regretter de ne pas avoir essayé. Ouais. Donc on regrette rarement d'avoir fait des trucs et d'être pété la gueule en disant bon, j'ai appris quelque chose. Ouais, c'est vrai. Donc si vous voulez, cette idée de ceux qui veulent pas essayer, c'est si, essayez quand même. Oui, essayez quand même. Et puis au pire, vous pétez la gueule et puis vous réessayerez une deuxième fois. Ensuite, je voudrais parler du déclassement de la France, notamment du pouvoir d'achat des Français. J'avais un peu un titre racoleur pour cette rubrique, en disant les Français sont les Roumains des États-Unis. C'est-à-dire que le SMIC roumain, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler à l'école ou dans les médias, aujourd'hui il se situe entre 470 et 500 euros par mois, donc à peu près au niveau de notre RSA en fait. Leur salaire moyen il est de 1385 euros, soit un petit peu moins que notre SMIC. Donc vous seriez tenté, en toute logique, de vous dire que le niveau de vie en France est très supérieur au niveau de vie en Roumanie. Vous auriez globalement raison. Sauf que, en fait, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que nous sommes aussi la Roumanie de quelqu'un d'autre. Il s'agit des États-Unis, en l'occurrence. Aux États-Unis, les salaires sont très élevés. On va en parler tout de suite pour faire donc un comparatif avec la France. Donc toute cette discussion, en fait, ça a eu une certaine ampleur médiatique, surtout sur Twitter. Elle est partie d'un post de Sergi sur Twitter que je salue parce que c'est un gars qui regarde nos émissions à chaque fois. C'est un fidèle de l'Institut des Libertés. Ah ben, il est bien ce garçon. Et alors donc il explique qu'il travaille dans le secteur de la sécurité nucléaire. Donc bon, je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais il dit qu'il travaille dans ce secteur, qui se fait 35 000 euros par an en France. Et d'ailleurs que en fait c'est un salaire plutôt assez élevé pour la France. Plutôt assez élevé pour la France et qui est réservé d'ailleurs plutôt aux meilleurs dans son domaine. Ça le situe clairement dans les 10% des meilleurs salaires français. Alors je sais pas comment je sais pas comment il s'est mis à comparer son salaire avec celui des États-Unis pour le même métier, mais il l'a fait et là il tombe sur une offre d'emploi avec un salaire entre 118 000 et 177 000 dollars. Alors justement, je sais pas dans quel état c'était, mais il tombe sur une autre annonce. Donc là, c'est dans l'Utah. L'Utah, c'est pas cher, l'Utah. Enfin. Et justement, l'annonce est assez détaillée. Donc cette annonce dans l'Utah, elle propose un salaire, donc encore une fois pour le même boulot qu'il fait, pour 35 000 balles en France par an. Là, le salaire, il est entre 180 000 et 250 000 dollars. Il vivra mieux avec ça aux États-Unis. Alors justement, voilà. Donc ça fait en conversion euro entre 167 000 euros et 230 000 euros. Vous enlevez globalement 7% et vous avez à peu près ce qui est l'équivalent euro. Donc c'est pas tout, parce que je vois venir peut-être quelques petits malins qui vont nous dire quand même oui, mais enfin en France tu cotises pour la retraite, pour la sécu, etc. Bref, tout est gratuit parce que on cotise. Donc certes, on gagne un peu moins d'argent en net et encore moins en net après impôt. L'éducation aussi est gratuite. L'éducation, mais elle vaut rien, mais elle est gratuite. Mais en fait, voilà, on a tout un tas de trucs qui valent de moins en moins, mais qui sont gratuits. Alors qu'en aux États-Unis, en fait, c'est peut-être parce qu'ils sont gratuits qu'ils valent rien. Alors peut-être. La causalité est peut-être inverse.
Voilà, il y a peut-être un rapport de causalité entre les deux, effectivement. Si c'est gratuit, au bout d'un moment, ça vaut plus grand-chose. Donc, je vois très bien les gens qui vont nous dire ça. Sauf que en fait, l'offre d'emploi, donc susmentionnée, comporte une mutuelle dentaire, une mutuelle pour la vue, du stock option aussi, un plan de départ à la retraite de $400,000, assurance prise en charge dans plein de domaines techniques que j'ai pas forcément compris parce que c'est des termes anglais techniques des assurances, et bien sûr les vacances. Et donc là, on a envie de se dire, comment ça se fait ? Comment ça se fait que les États-Unis, en fait, ils ont cette capacité à proposer des emplois avec de tels salaires ? Moi, c'est pas la première fois que j'en entends parler. J'avais déjà vu plein de vidéos, vous aussi, j'imagine, peut-être sur TikTok ou sur Instagram, où vous voyez des gars dans la rue qui disent, voilà, alors combien vous gagnez par an, etc. Et alors généralement on entend des salaires mirobolants, le moindre coach de sport il gagne $120,000 par an, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, et alors on peut se dire peut-être soit il sélectionne les plus gros salaires dans ses vidéos, soit il est juste il discute juste à Manhattan, du coup il y a que des salaires élevés, sauf qu'en fait non, ce sont des salaires normaux. Pareil, il y a des livreurs UPS qui gagnent $180,000 par an, pareil avec des mutuelles, des assurances, etc. Mais on rentre dans une période très intéressante. C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on regarde les statistiques démographiques, aujourd'hui on voit bien que la force de travail, qui était un peu les boomers, ils sont tous en train de partir à la retraite, donc on arrive partout à une énorme pénurie de travailleurs. Bon. Et cette énorme pénurie de travailleurs, elle commence à se manifester dans les pays les plus libres au départ, parce que les autres, ils sont pas libres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant 20 ou 30 ans, 40 ans, le balancier est allé vers ceux qui avaient du capital, comme il y avait beaucoup de travailleurs, et qui avaient... les travailleurs, ils avaient les miettes, quoi. En quelque sorte, la rentabilité du capital investi a été très forte, d'où les hausses des bourses, etc. Mais il est tout à fait évident qu'on va repartir dans l'autre sens, qu'on est en train de repartir dans l'autre sens, et que donc ça va aller vers le travail. Mais ça va pas aller vers le travail qu'on importe en France, de gars qui savent rien faire, qui seraient des manœuvres. Ça va aller vers le travail du gars qui est éduqué, qui sait faire tourner une centrale électrique, qui sait faire de la sûreté nucléaire ou j'en sais rien. Et donc, on va avoir un écart extraordinaire qui va se créer, et ça a déjà commencé, entre les salaires des types qui sont très compétents et les salaires des types qui ne le sont pas. Alors, dans un pays comme la France, on va empêcher la hausse des salaires des types très compétents, ce qui fait qu'ils vont se barrer. Ouais. Et que d'où on va se retrouver qu'avec des manœuvres qui savent pousser. Comme disait un de mes amis il y a quelques années, c'est une blague, je devrais pas la raconter, mais ça fait rien, je la raconte quand même parce que c'est une connerie. Vous savez, c'est un chef de chantier qui dit, qui reçoit un coup de téléphone de ses équipes sur le terrain et qui dit, on n'est que 4 et on n'a que 3 pelles, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, il y a le chef de chantier qui réfléchit, qui dit, que le 4e s'appuie sur la voiture, comme ça. Si c'est le genre de boulot qu'on a en France, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est cela qu'on va voir. Parce que dès qu'un type est brillant, fait une brillante école etc. Aujourd'hui, je crois que entre la moitié et des 2/3 des grandes écoles françaises, les types se barrent à l'étranger pour trouver du boulot, quoi. Ouais. C'est compréhensible quand on voit ce genre de salaire. Je l'ai vu avec mon fils qui était sorti premier du stage de BNP, je crois à l'époque, Paribas. Il était sorti premier les doigts dans le nez alors qu'il y avait toutes les grandes écoles qui étaient là. Il avait dit, bien entendu, vous restez à Paris. Vous allez travailler au siège, puisque vous êtes sorti le premier reste toujours au siège. Il a dit, rien du tout. Il me restera 300 € par mois pour vivre une fois que j'aurai tout payé à Paris, alors que si je vais à Hong Kong où j'ai un boulot, je serai payé, il me restera 3000, donc allez vous faire cuire en neuf. J'ai pas besoin, le centre du monde n'est pas Paris. Et ça l'est de moins en moins. Ouais. C'est là où il y a le plus de crétins au centimètre carré dans le 7e, mais c'est pas pour ça que vous voulez vivre au milieu des crétins, parce qu'ils restent, parce que en dehors du 7e, il n'existe pas. C'est tout le gouvernement de Macron. Ça, voilà. Ils sont tous véhiculés dans un rayon de 500 mètres autour du Luxembourg. Autour de Luxembourg, donc on voit très bien. Donc encore une fois, on voit se dessiner un mouvement, et on voit que notre société est arc-boutée contre ce mouvement. À la place de libéraliser le marché du travail pour permettre aux types d'être très bien payés et donc peut-être d'embaucher 3 manœuvres pour s'occuper de leur jardin, de leurs enfants ou je sais pas quoi, on va tout faire pour empêcher la hausse des salaires dans les trucs. Et j'ai vu quelque chose de très intéressant qui se passait, c'est Michelin. Je sais pas si on a vu l'histoire de Michelin qui d'un seul coup a changé la façon dont ils rémunéraient l'argent.
Ah non, j'ai pas vu. Ah bah, ils ont décidé que toute l'histoire de SMIC et tout ça, c'était des grosses conneries, qu'ils allaient les payer beaucoup mieux et qu'ils allaient faire le nécessaire pour qu'ils aient des évolutions de carrière, etc. Donc ils sont sortis de ce cadre réglementaire. Michelin, qui était l'archétype du patron chrétien qui cherchait justement le bien des ouvriers, c'était le cas d'ailleurs, eh bien, eux, ils sont en train de changer la façon dont ils payent les gens, de façon à ce que les gens puissent toucher plus. Ben, je trouve ça au poil, donc. Encore une fois, on voit que notre société est arc-boutée sur le système des années 60, qui n'existe plus. Les syndicats ne représentent plus rien. Les soi-disant forces productives ne représentent plus rien. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que les gens qui ont fait les arts et métiers, qui ont fait... restent en France. Or, ils se barrent. Oui, donc, c'est tout à fait l'appauvrissement est inéluctable. Ouais, c'est sûr. Et alors donc, justement, comment l'expliquer déjà, il y a aussi ce qu'on produit, les emplois qu'on a, mais il y a aussi donc comment on fait décoller les salaires. C'est-à-dire, le Figaro, il y a 4 jours, nous expliquait que la France était championne du monde des charges patronales, les plus lourdes, selon un rapport de l'OCDE. Les employeurs payent 26,6% des coûts de main-d'œuvre sous forme de cotisation de sécurité sociale. Et alors, je voudrais sortir 2 slides. La première, c'est celle-ci. Il faut dépenser parfois 500 € pour augmenter le salarié de 100 €. Oui, celui qui est au SMIC, si vous voulez l'augmenter de 100 €, il faut que ça coûte à peu près 500 € au patron. Voilà, donc c'est-à-dire que là, en fait, en bas, en abscisse, vous avez le salaire brut, donc exprimé en pourcentage du SMIC à temps plein, et vous voyez qu'en fait, c'est très très difficile de sortir du SMIC, notamment entre le SMIC et 140% du SMIC. Et faut dépenser au moins 250 € pour faire sortir son salarié. C'est-à-dire que le patron va donner 100 à un type qui a bien travaillé, ça lui coûte 500, donc il donne 400 à des gens qu'on connaît pas et qui n'ont rien fait. Voilà, exactement. Donc, on peut pas imaginer un système plus stupide, quoi. Voilà. Et donc vous voulez l'augmenter, par exemple, vous voulez le faire passer de 100% du SMIC à 120% du SMIC, et vous êtes obligé de dépenser 800 €. Même 1000 € pour le faire sauter de 200 €, tout simplement. Donc c'est un truc de... Ça s'appelle le coin contre l'emploi. Voilà. Et une autre infographie aussi très parlante, c'est celle-ci. La concentration de la distribution des emplois dans la tranche de salaire de 1 à 1,6 SMIC. Donc là, en fait, vous avez 2 barres noires. Celle de gauche, c'est 1 SMIC. Celle de droite, c'est 1,6 SMIC. Et ensuite, vous avez des courbes en fait qui représentent la distribution des salaires par année. Et donc vous voyez que dans la courbe bleue, la courbe qui correspond à l'année 1994, en fait vous avez une distribution assez faible, c'est-à-dire il y a moins de salariés qui sont entre la tranche 1 et 1,6 SMIC. Et il y en a beaucoup plus qui sont au-dessus de 2 SMIC, 2,3 SMIC, etc. Alors qu'en fait, plus le temps passe, plus on a de gens concentrés dans cette fourchette de 1 et 1,6 SMIC. Et ça, on le voit, on voit même la différence entre 2019 et 2022. C'est dire à quel point vraiment on est totalement bloqué. En fait, quand on est un salarié français, on est bloqué dans cette tranche-là et c'est très très difficile d'en sortir, notamment à cause de ce que j'ai détaillé juste avant avec ce qui veut dire que le jeune Léonard que nous avons embauché à prix d'or il y a peu de temps, il n'a aucune chance de jamais dépasser le SMIC. Et moi, je suis déjà à 14 SMIC ici. C'est la belle vie. On est tranquille. Non, mais voilà, ça veut dire que... Non, mais ça veut dire qu'on a bâti un système pour garantir que les gens resteront dépendants et donc, les gens disent, je travaille, mais je peux pas vivre avec mon travail. Mais comment le SMIC, ça a été inventé il y a très très longtemps pour essayer que personne ne soit pas assez payé. Mais aujourd'hui, maintenant, si la majorité de la population est au SMIC, ça veut dire qu'on est on est devenu dans une société aujourd'hui totalement égalitaire. Au point que vous fassiez, il n'y a pas de différence. Voilà. Et ça, on va arriver dans la société qui existait en Union soviétique, où quand Nixon demandait à Brejnev comment il payait les gens, il disait, on fait semblant de les payer, ils font semblant de travailler, quoi. Ouais.
Voilà. C'est là où on est, quoi. Donc en gros, on est dans ce système-là, où vous inquiétez pas, chaque année, le SMIC est revalorisé, etc. Mais on se pose pas la question, on s'inquiète pas, en fait, du nombre de personnes qui est justement au SMIC, alors que c'est en augmentation permanente. Et c'est pas du tout. Et surtout, bon ce qu'on dit pas, c'est il y a tous les gens qui sont à gauche de la courbe, qui n'ont pas une rentabilité même égale au SMIC, près de ceux qui sont vraiment pas doués ou j'en sais rien, ou qui n'ont pas de spécialité. Et ces gars-là, on les voit pas, mais ils devraient être employés. Donc logiquement, le SMIC ne devrait pas exister. Il devrait exister un impôt négatif, ce que proposait Milton Friedman, c'est-à-dire que si un type coûte 1000, mais qui ne produit que 500, ben pendant un petit moment, l'État paye les 500. Et puis, puis ensuite, il produira 800, puis il aura 1000, et à 1000, l'État cesse de payer. Donc, il faut remplacer le SMIC par un impôt négatif qui permet de faire rentrer tous ceux qui sont en dessous du SMIC, de rentrer et dans à ce moment-là, donc, le SMIC est une imbécilité, l'impôt négatif serait la solution. Mais ça fait rien, ils vont continuer au nom de l'égalité à nous imposer cette imbécilité qui nous tue. Tout à fait. C'est complètement crétin. C'est la façon dont la France est gérée et une histoire de fou. Ouais, bah justement, on faisait le parallèle, bien sûr, avec l'Argentine. C'est, je pense, deux sujets vraiment complémentaires. Et alors, il y a un indice aussi. Je me demandais quelle était, selon vous, la pertinence de cet indice, à savoir la parité de pouvoir d'achat. Ah bah ça, je m'en sers tout le temps, oui. Bien sûr. Donc, la parité de pouvoir d'achat, alors en France par rapport aux États-Unis, ça avait atteint un pic en notre faveur en 1986. On était à 1,043 de parité de pouvoir d'achat par rapport aux États-Unis. Ça a été le pic historique. Et on a fait que, en fait, depuis les années 50, ça n'a fait que augmenter. Et on a atteint donc un pic en 85, 86, 87. C'est-à-dire 4 ou 5 ans après l'arrivée des socialistes, il y avait encore les bonnes mesures. Donc là, on est arrivé. Et ensuite, depuis la France devenant socialiste, et ben notre appauvrissement n'a continué sans arrêt. Les gens vont dire que je gueule contre le socialisme. Mais je gueule contre le cancer, je gueule contre tout ça. Si quelque chose est profondément maladif. Mais pourquoi vous voulez continuer à le faire si ça marche pas? Si vous vous rendez compte, partout ça a échoué, ça a amené à des crimes, à des meurtres, à des assassinats, les pays socialistes sont malheureux, il y a plus de natalité, c'est effrayant. Donc, pourquoi je dirais pas du mal des socialistes? C'est une saloperie. Il faut le reconnaître, quoi, c'est tout. Le fait que c'est eu des intentions généreuses au début, on s'en fout. Oui, bien sûr. En fait, c'est pas parce que vous avez des intentions généreuses que derrière, ça va vraiment marcher. Oui, bien sûr. C'est l'idée de... C'est ce que me disait ce bon Clint Eastwood, qui avait une expression que j'adorais, dans un film que tout le monde devrait voir, qui s'appelait Grand Torino, qui était un film admirable. C'était sur l'arrivée des immigrants aux États-Unis, un vieux blanc qui était ouvrier dans le temps, etc. C'est un film prodigieux. Et dans ce film, il y a le vieil ouvrier qui dit, vous savez, les convictions, tout le monde a des convictions. Les convictions, c'est comme les paires de fesses, tout le monde en a. Mais moi, je m'intéresse pas aux convictions, aux paires de fesses, je m'intéresse aux faits. Et cette histoire de j'ai des convictions généreuses, mais j'en ai rien à foutre, mon garçon. Si tes convictions généreuses amènent à l'appauvrissement de tout le monde, tes convictions, ça amène à un désastre. Donc le fait que tu aies des convictions, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Moi, ce que je regarde, c'est les conséquences de tes actes. Bien sûr. Pas si t'étais de bonne foi, ou je m'en ai rien à foutre que t'es de bonne foi. La plupart des gens qui vous tuent pour des raisons religieuses, ils ont des convictions très fortes. Et de leur point de vue, ils ont sûrement raison de le faire. S'ils ont des convictions, mais donc s'il y a un crétin qui pense que le socialisme c'est une bonne idée, il pense que il est content d'avoir la smicardisation. Il pense que la smicardisation est une très bonne chose. Ouais, tout à fait. Alors que ça ne fait que des malheureux. Ouais, tout à fait. Donc si vous voulez, arrêtez de dire que j'ai des convictions très fortes. Qu'est-ce que vous voulez me foutre de convictions? Oui, c'est frappant. Regardez les faits. Dans cette slide, la deuxième, du coup, ce qui est frappant, c'est vraiment la pente. C'est-à-dire que même en 94, quoi, on était déjà quand même globalement dans un état un peu assez socialiste. Ça s'est détérioré depuis. Les perspectives de croissance de salaire par rapport à la pente étaient totalement, c'était totalement possible, quoi, d'espérer augmenter ce niveau-là. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une grosse falaise. C'est très très difficile de la gravir, quoi. Et donc, cette parité de pouvoir d'achat, elle était donc, je me répète, à 1,043 par rapport aux États-Unis en 86. En 2000, elle était à 0,930, donc c'était déjà dégradé. Et aujourd'hui, on est à 0,674. Voilà, et pendant ce temps-là, le poids de l'État dans l'économie en France est passé de 40% au début des années Mitterrand à 60% aujourd'hui. Voilà. Et donc,
C'est simplement parce que les Français ont décidé qu'il fallait qu'il y ait plus de leurs revenus qui arrivent de l'État et moins qui arrivent de leur travail. Ouais. Et ben ça marche jamais. Ouais, et qu'il y ait beaucoup plus de fonctionnaires aussi. Ben oui, c'est ce que j'appelle un peu les faux emplois. Ouais. Tous ces petits hommes gris qui réglementent tout ce qu'on fait, essayer comme celui gars qui embête ce pauvre Jean-Jacques qui veut acheter ses 3 pièces d'or, là. Ouais. Voilà, donc ils sont là, ils font des règlements et personne ne sait pourquoi ces trucs sont là, mais ils sont d'une férocité pour maintenir leur petit pouvoir de tyrannie là. C'est ce que disait Solzhenitsyn. Il disait le qu'il y a de plus pénible dans une société socialiste, c'est pas les grands caïmans là qui sont tout en haut, personne ne les voit, tout le monde s'en fout. C'est les petits qui sont là qui vous emmerdent jour et nuit. Non, vous n'avez pas le droit de faire ci. Non, il faut éteindre la lumière à 8h. Non. C'est ça, ceux-là, quoi, qui voulaient mettre des baffes, quoi. Ouais, oui, c'est vrai, je comprends mort pas. Mort aux petits hommes gris. Ouais, mort aux petits hommes gris. Effectivement, plaidoyer contre le socialisme et contre les petits hommes gris, c'était globalement le thème de cette émission. Et révoltez-vous. Et révoltez-vous, et j'ai envie de dire, vive la liberté, comme dit Javier Milei. Donc voilà, je vous remercie, bien sûr, pour votre attention lors de cette émission. D'ailleurs, lorsque cette émission sortira, donc je pense dans 2 jours, il y aura une autre émission qui sera sortie, c'est votre débat sur Thinkerview. Ah oui, là, avec Pierre Larouturou. On n'est pas rendu, les gars, là. Voilà, ça va être quelque chose parce que Pierre Larouturou, il parle beaucoup, vous parlez beaucoup, alors je me dis, ça va être... Quand une force infinie rencontre un objet inamovible... Oui, ça va être intéressant. Mais surtout, ce que je vais essayer de faire dès le départ, c'est pas un secret d'ailleurs, je vais essayer de définir les termes du débat, parce que c'est ce que c'est que le libéralisme, c'est des trucs comme ça, de façon à ce qu'on s'en bat... commence pas à se jeter des mots à la figure sans que les gens comprennent ce que ces mots veulent dire pour chacun d'entre nous. Parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de débat s'il n'y a pas d'abord une compréhension des mots qu'on utilise dans le débat. Voilà. Donc je vais commencer à faire peut-être un petit effort de voilà ce que les mots que je vais utiliser veulent dire. Oui, parce que les mots ont un sens et mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Voilà, comme chacun sait, comme disait Camus. Donc voilà, effectivement, c'est une bonne idée. Donc voilà, ce débat, il va faire peut-être 2-3 heures. Je sais pas exactement combien de temps. Ça va être long. Ça va être long. Surtout pour un homme de mon âge qui a besoin d'aller pisser tout le temps. Ouais, c'est ça, il va avoir un avantage. Il va avoir un avantage. Il va aller pisser avant pendant pour la pause, préparer. il va pouvoir se refaire des schémas et des notes. Il va pouvoir. Enfin bref. Mais ces débats sont nécessaires. Tout genre de débat est nécessaire. Ouais, effectivement. Et puis, bon, Pierre Larouturou, c'est pas le pire non plus. C'est un néo-keynésien assez classique. Il a des idées un peu trop arrêtées, mais bon, c'est un débat qui mérite d'exister. Je pense que ça fera du bien à beaucoup de gens de le regarder. Voilà. Donc voilà, je vous redirige au passage sur cette interview qui au moment où on en parle n'est pas encore sortie, mais au moment où la vidéo sera sortie, ce sera en ligne. Donc voilà, encore une fois merci. Notre page de l'Institut de Liberté, elle existe sur tous les réseaux sociaux, il faut le savoir, sur X, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok également. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné à la chaîne, il faut le faire. Si vous n'avez pas encore mis de like alors que vous avez aimé la vidéo, eh bien il faut le faire. Voilà, c'est la meilleure façon. Et on continue à bosser sur l'université d'épargne. Il y aura peut-être un petit peu de retard parce que c'est fou ce qu'il y a comme boulot pour mettre tout ça en ordre, mais on y arrivera et vous l'aurez, votre université. On y arrivera et vous l'aurez, et voilà, le plus rapidement possible. On fait ce qu'on peut. Voilà, exactement. Donc sur ce, encore un grand merci, et je vous dis à très bientôt sur l'Institut de Liberté. Merci mille fois.